Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Desanges, président du Palais de Tokyo, et on est donc au Palais de Tokyo. Donc on va parler de ce qui se passe ici et de votre point de vue aussi de critique, de commissaire, de quasi-performeur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous revendiquez souvent le fait d'être entré dans l'écosystème du musée, des musées, de l'art, en tant que visiteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait de ces écoles de curatoring. Et ça, je trouvais intéressant de dire je suis rentré comme visiteur, donc peut-être je m'intéresse aussi d'abord aux visiteurs. Absolument. Alors c'est pour des raisons biographiques. Il se trouve que je n'ai pas étudié l'histoire de l'art, j'ai même assez peu fait l'université. Et donc je suis arrivé à l'art contemporain d'abord en visiteur d'exposition, en découvrant des expositions d'art contemporain, desquelles je ne comprenais d'ailleurs pas tout. J'avais cette appétence aussi peut-être pour des choses qui m'étaient, on va dire, étrangères, pour des raisons sociales et culturelles. Et c'est vrai que on va dire, cette orientation que j'ai d'avoir un regardeur d'exposition m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et je crois aussi à avoir avec la relation que j'ai avec le public. Je fais toujours des expositions pour des visiteurs et des visiteuses et je garde, on va dire, j'espère en tout cas, cette fraîcheur aussi du regard de celui qui découvre et j'essaye de garder dans mes activités toujours retrouver un petit peu ce premier regard qu'on peut avoir sur l'art qui m'a amené peut-être au début de ma carrière et j'espère encore aujourd'hui à peut-être ne pas suivre toujours des évidences. Voilà, je garde un petit peu ce côté mystérieux de l'art contemporain qui a été là depuis mes débuts. Et dans vos centres d'intérêt, on note aussi la philosophie, ce qui ne gâche rien quand on s'intéresse à l'art aujourd'hui. Alors la philosophie, ça vient plus tard, précisément. C'était aussi l'occasion de peut-être tordre le cou à des fantasmes ou à on va dire des envies ou des inhibitions que j'avais. Et donc, à l'âge de 30 ans, j'ai repris des études en philosophie par correspondance à l'université de Nanterre. Et à cette occasion, j'ai pu... je ne maîtrise pas du tout, on va dire, le paysage de la pensée, mais en tout cas à avoir un peu plus, on va dire, de vision d'ensemble sur des questions de la pensée. Et c'est vrai que les relations entre art et philosophie, art contemporain sont nombreuses et c'est vrai que ça m'a beaucoup nourri, la philosophie, et ça continue beaucoup à me nourrir, à savoir une de mes premières lignes directrices en tant que commissaire d'exposition était de faire des liens, d'imaginer l'art n'était pas circonscrit à des considérations uniquement esthétiques, par exemple, ou plastiques, mais avait des liens avec d'autres champs de la connaissance, d'autres champs des savoirs, et notamment, évidemment, les champs de la pensée. Alors, on va parler inévitablement de vos conférences performances. En fait, je les avais découvertes, j'en avais découvert une il y a déjà quelques années, ça m'avait marqué, parce que c'est une tendance, mais finalement, il n'y a pas tant de critiques d'art qui pratiquent la conférence performée. Et c'est intéressant parce que vous le faites justement, vous déléguez la performance, parce que en fait c'est très écrit, mais il y a quelqu'un qui performe. Et ça, je trouve que ça donne un format très particulier à la conférence. Alors la ligne de travail conférence-performance est venue un peu par hasard. Et il se trouve qu'à mes débuts, en 2004, l'année 2004 était l'année de ma première exposition, quasiment mes premiers textes, mais également la première fois que j'ai été invité à faire une conférence, c'était au Centre Pompidou, dans le cadre d'une soirée organisée par une revue qui s'appelait Trouble, pour laquelle j'avais écrit. Et c'est parti un peu presque d'une sorte de boutade, ou en tout cas un petit pari. J'étais invité à parler de ce que je voulais en tant qu'auteur de la revue, si ce n'est qu'on m'avait dit qu'il faut que ça dure 20 minutes, parce que d'autres conférenciers, conférencières devaient parler. Et un peu comme une sorte de réaction, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une histoire de la performance en 20 minutes. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à la performance et au body art, on va dire, ce mouvement né dans les années 70. Et j'avais décidé de faire une forme particulière qui était que j'aurais parlé d'une histoire de la performance de manière assez personnelle, puisque je l'avais organisé non pas comme des liens avec une histoire sociale et politique, mais vraiment comme une histoire de gestes. Donc j'avais organisé cette conférence un peu comme une sorte d'exposition racontée,
à partir d'une typologie de gestes, une dizaine de gestes, une cinquantaine d'artistes. Et plutôt que de montrer des images, montrer je veux dire un PowerPoint comme on fait dans les conférences, j'avais décidé de proposer à un comédien, en l'occurrence mon cousin Frédéric Cherboeuf, de mimer les gestes, de les refaire. Et donc le principe de cette conférence est, moi je suis assis, je raconte cette typologie de l'histoire de la performance et du body art à travers une dizaine de gestes, et d'un seul coup, la personne qui est à côté de moi, donc le comédien, se lève et se met en fait à illustrer ce que je dis à travers des gestes. C'était un format qui a été assez original et important pour moi, puisque finalement, il y avait cette idée que c'était le même corps qui faisait tous les gestes, des gestes faits par des artistes évidemment extrêmement différents. Et puis c'est vrai que ce format, c'était pas attendu, qui durait 20 minutes, a été énormément repris. Je crois que je l'ai fait plus d'une centaine de fois, dans beaucoup de langues, sur tous les continents. Et c'est vrai que ça a créé, malgré, ce n'était pas prévu, ça a créé presque une ligne de travail, puisque ce format qui est assez pratique, assez écologique, il s'agit de raconter, faire comme si on faisait une visite guidée d'une exposition, mais sans convoquer des œuvres, sans faire de transport, a été l'objet d'autres commandes. Donc j'en ai fait à peu près 5 ou 6, même un peu plus. Et donc j'ai eu cette ligne de travail de conférences-performances qu'on m'a demandé, une autre qui s'appelait, la deuxième s'appelait Vox Artisti, sur les voix d'artistes, une troisième sur une histoire de l'art minimal en ombre chinoise. Et ce n'était pas vraiment prévu, mais j'y réfléchis aussi sur cette ligne de travail, et ça avait pour moi la vertu de pouvoir avoir d'autres moyens de faire du commissariat d'exposition, du curating, c'est-à-dire finalement pas être obligé de convoquer des œuvres, de montrer des œuvres réelles, mais plutôt de les évoquer d'une autre manière. Et donc ça a été le cas avec des ombres chinoises, avec du son, parfois même avec juste des mots. Et c'était presque, je dirais, ce que j'appelle le commissariat d'exposition en état d'urgence. Comment on peut raconter des expositions avec le minimum de moyens. Vraiment, une des références qui m'est venue était, vous savez, ce livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, où finalement les livres ont disparu et des personnes les apprennent par cœur. Et c'est vrai que l'histoire de la performance, que par ailleurs je fais tout seul parfois, je performe moi-même, est vraiment l'occasion de pouvoir avoir une exposition presque dans la tête. Alors elle peut être dans une valise, mais elle est presque dans la tête, c'est-à-dire que je peux la faire n'importe quand, à un certain moment. Et puis il y a l'idée aussi, peut-être en prévision, déjà à l'époque, il y a 20 ans maintenant, on va fêter les 20 ans cette année d'ailleurs de cette conférence, l'idée de se dire, voilà, le jour où on n'a plus de moyens, financiers, on n'a plus de moyens même spatiaux, le temps, etc., on peut continuer avec la pensée, avec le récit, raconter l'art. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a un petit côté extrêmement ludique et populaire. On emprunte à des formes populaires, celle du spectacle, de la marionnette, de la performance, mais au sens très populaire en fait, et qui a certains succès, en tout cas, qui ont pu rencontrer un grand public. Oui, et ça vous permet en effet de, on va dire, convoquer les œuvres, mais sans montrer aucune, de les évoquer, mais sans jamais en montrer une seule image, un seul document. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que, en l'occurrence, sur l'histoire de la performance et du body art, nous n'avons que des documents. Oui. De toute façon, même quand on monte dans les musées ou dans les expositions d'art contemporain sur la performance et le body art, par définition, donc, la performance et le body art, c'est un art qui engage le corps de l'artiste. Il y a un côté ici et maintenant, les grands moments de la performance, finalement, personne n'y était, ou très peu de spectateurs, spectatrices. Donc, l'idée, c'était de toute façon, une histoire de la performance, on la connaît par les documents, on la connaît par les photographies, par les vidéos, par les traces, et puis par le récit surtout. Et je trouvais ça très intéressant de finalement se dire, alors évidemment, quand un comédien refait les gestes, il nous manque beaucoup de perspective, évidemment. Mais finalement, quoi qu'on monte de la performance, à partir du moment où elle a lieu dans un espace donné, un temps donné qui est passé, on n'a plus accès, finalement, est toujours une réinterprétation. Et une image, il manque beaucoup de choses dans l'image. Et donc, c'était aussi un jeu sur cette idée de la performance, qui est un art de récit, un art d'image, avec un petit côté aussi fétichiste de l'image. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, ce n'est pas une expo sur la performance en soi, c'est une expo sur les images de la performance. Moi, j'ai connu la performance, notamment avec ce très beau livre édité par les éditions Phaidon, sur The Artist's Body, le corps de l'artiste. Et finalement, je n'avais que des images
souvent d'ailleurs mauvaise qualité. Et donc j'ai parlé de la force des arts visuels, qui est qu'on n'a pas forcément besoin d'être en présence de l'œuvre pour qu'elle agisse. Alors j'aime beaucoup l'art contemporain, j'aime beaucoup les œuvres, j'aime beaucoup la confrontation à une œuvre d'art originale, et je continue à le faire, heureusement, mais il y a aussi une autre dimension qui est possible sans avoir besoin de voir l'œuvre. Et ça, c'est aussi important. Ça ne remplace pas, c'est pas mieux, c'est moins bien, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée que l'art peut agir sans être forcément dans une, on va dire, d'une proximité physique, et c'est ça que je trouve très beau dans les arts visuels, c'est que ça opère. Beaucoup d'œuvres très connues de l'histoire de l'art, très célèbres, sont très connues, on opère dans les imaginaires, dans les sensibilités, sans forcément qu'on puisse les voir, puisque par définition, l'œuvre d'art est unique. Contrairement au théâtre, à la musique qui peut se diffuser, hein, l'œuvre d'art visuelle est plutôt unique. Et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu, les grandes œuvres, les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art ont parfois eu un impact au-delà même de leur présence. Je prends un exemple qui m'a toujours marqué, Ulf Linde, qui était commissaire d'exposition suédois, qui était un des grands spécialistes du Grand Verre de Marcel Duchamp, qui a fait une réplique du Grand Verre. Et c'était une personne qu'on ne pouvait pas faire une exposition sur Duchamp sans aller le rencontrer, notamment sur le Grand Verre. Eh bien, j'ai appris que, parce qu'il était phobique de l'avion, il n'avait jamais été à Philadelphie voir le Grand Verre, qu'il ne s'était jamais déplacé. C'est très intéressant, ça montre bien que... Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, le Grand Verre, vous le savez, est à Philadelphie. Qui a vu le Grand Verre? Et pourtant, il a un impact sur beaucoup d'artistes, sur des étudiants et sur le public. Et donc, je trouvais ça très intéressant d'imaginer finalement un hommage un petit peu à l'art aussi comme un vecteur de récit, au-delà même de la présence physique et matérielle. Alors, c'est intéressant, je pensais aussi à Tino Segal, qui a eu une très belle expo ici. Que reste-t-il une fois que le moment est passé? Bon, en effet, il y a des films et il y a des images, mais c'est quelque chose qui doit être vécu au moment où ça se passe. Absolument.